Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. La fin des vacances de Pâques partout en France. Dans la Loire, gîtes et campings ont accueilli de nombreux touristes locaux. Une bonne nouvelle avant l'été, nous dira la rédaction de TL7. Comment produire une énergie propre et accessible ? Un Vosgien a peut-être trouvé la solution magique grâce à son hydrolienne. 60 cm d'eau suffisent pour répondre aux besoins énergétiques d'une vingtaine de foyers. Les détails à suivre avec Vosges Télévisions. Plus de 200 chevaux sous le capot, la nouvelle voiture de sport de la gendarmerie française se déploie sur toutes les routes. Son objectif, traquer les excès à très grande vitesse. Les images du journal La Dépêche du Midi à découvrir dans un instant. Un site historique vieux de 5 siècles et encore de nombreux mystères à découvrir. La citadelle de Doullens, dans la Somme, fait l'objet de fouilles archéologiques. La rédaction de WEO TV a suivi des passionnés dans les entrailles de ce site. Les enfants de retour à l'école et les parents au travail, les vacances de Pâques sont terminées pour l'ensemble des zones. L'heure est déjà au bilan pour les professionnels du secteur. Ils ont pu profiter pour la première fois depuis longtemps de la levée de toutes les restrictions sanitaires. Et visiblement, les touristes ont répondu présent. Exemple dans la Loire avec Adrien Blétry de la rédaction de TL7. Je sers aussi. Oui, je veux bien. Réveil tout en douceur pour cette famille lyonnaise qui s'est installée pour la nuit au camping de Saint-Genès-Malifaux. On finit sur une bonne note, pouvoir prendre une douche sur une semaine, c'est pas mal. Et déguster un petit peu les produits locaux. Et oui, car la semaine a été sportive pour ces amoureux du vélo. Ils ont pris leurs 2 roues pour effectuer la Via Fluvia, un tracé qui relie le Rhône à la Loire. Un dépaysement complet qu'ils ne regrettent absolument pas. On a fait une rando vraiment superbe. On attendait la pluie qui n'est jamais venue. Et tant mieux pour nous sur les vélos, mais vraiment les paysages sont magnifiques et c'était une belle saison par rapport à la floraison. Vous l'aurez compris, le Pilat est un immense terrain de jeu pour les rois de la pédale, mais ce n'est pas tout. Quelques kilomètres plus loin, au camping de Saint-Sauveur-en-Rue, on retrouve des marcheurs de tous horizons. La plupart qui sont venus là pour ces 15 jours, c'est en fait c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En fait, c'est un pèlerinage, donc c'est un passage, donc c'est une halte ici. On a eu 2 personnes qui venaient du Nord, en tout 3 ou 4 Allemands qui sont venus. On a eu un Belge, c'est un peu toute génération et puis toute nationalité. Avec ses 25 réservations pendant ces 15 jours, le camping était rempli à 70% par moment. Cette envie de retrouver la nature, l'Office du tourisme des Monts du Pilat le constate aussi. Les villes se vident pendant les vacances scolaires. Beaucoup de gens qui sont vraiment en ville et qui cherchent vraiment l'esprit d'être au vert, d'être dans la nature. Du coup, donc si ça se ressent depuis sur l'année 2021. Du coup, ça s'est pas mal ressenti, ouais, et ça continue. Et ça va encore continuer pour les vacances d'été. Beaucoup de réservations sont déjà enregistrées dans les campings et dans les gîtes du département. Voilà, et d'ici l'été et les longs trajets en voiture, les prix de l'essence auront peut-être baissé. Pour l'heure, ils côtoient toujours des sommets. Une mauvaise nouvelle pour les automobilistes, mais aussi pour les stations-service indépendantes. Elles peinent à conserver leur clientèle face aux grands groupes plus souples sur les prix. Certaines de ces stations ont même dû fermer récemment. À Montpellier, vous allez le voir, l'une d'elles se bat pour maintenir sa présence dans son quartier. Un reportage de Linsley Wao pour Via Occitanie. Le prix du carburant toujours aussi élevé. Si les Français bénéficient depuis le 1er avril d'une remise de l'État de 15 centimes par litre sur le carburant, il reste encore trop cher. À Montpellier, depuis longtemps, ils sont beaucoup à ne plus faire le plein de leur véhicule. Pour le moment, je mets que 20 € d'essence, voilà. J'essaie de faire le mieux possible pour économiser tout ça. C'est trop cher l'essence à ce moment et il faut qu'il baisse. Baisser les prix, difficile à faire pour les stations-service indépendantes. Depuis quelques jours en France, certains ont déjà baissé le rideau. Ce gérant se bat pour ne pas en arriver là. Mais son chiffre d'affaires n'a cessé de chuter depuis 3 ans, une perte de plus d'1 million d'euros. Grâce au chômage partiel, Serge a maintenu tous ses emplois, mais avec ce trou dans le portefeuille, il envisage le pire. Depuis 3 ans, il n'a jamais bénéficié d'aucune aide de l'État, faute de remplir les conditions à chaque fois. On n'avait pas assez de pertes. Il fallait, je crois, perdre 50% du chiffre d'affaires. Donc comme on était à 30 ou 35, donc on n'a pas eu encore d'aide non plus. Je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, je ne sais pas du tout. Un crève-cœur pour les habitants du quartier qui affectionnent cette station, vieille de 40 ans, et qui accepte de rendre des petits services. Ça vous bouleverserait si demain cette station fermait ? Ah oui,
réellement. Elle y est depuis presque 50 ans, c'est une institution dans le quartier. Tout le monde vient ici. Des clients fidèles qui parfois n'hésitent pas à payer plus cher. Chaque fois, il me dépanne, donc l'essence, évidemment, ici, c'est un peu plus cher. Mais je sais que c'est aussi difficile pour lui, beaucoup plus simple pour des grosses sociétés. Donc je privilégie de venir ici. En France, le nombre de stations-service a diminué de près de 73% en 40 ans. Réduire le coût de l'énergie tout en préservant l'environnement, voilà une équation difficile à résoudre qui nécessite beaucoup d'innovation. Dans les Vosges, vous allez le voir, un passionné de mécanique vient de concevoir une hydrolienne d'un nouveau genre. Celle-ci n'a besoin que de 60 cm d'eau pour produire la consommation quotidienne de 10 à 20 foyers. Une prouesse technologique encore en développement. Les précisions de Ludovic Bizilla et de Denis Lequienne de la rédaction de Vosges Télévisions. Il suffit de quelques tours de clé plate pour en desserrer le frein et remettre ses pales en mouvement. Sur le canal d'Amenet d'une ancienne usine textile d'Éloie, Alain Saint-Dizier peaufine son hydrolienne. Passionné de mécanique, cet autodidacte installé à Vagney s'est lancé dans l'aventure de l'énergie un peu par hasard, initialement pour oxygéner les cours d'eau. Au départ, on partait pour envoyer des bulles d'air dans l'eau et après on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à rentabiliser ce principe. Donc on a apporté une génératrice pour pouvoir créer de l'énergie et améliorer les cours d'eau. Cette hydrolienne produit de 40 à 60 kWh, soit la consommation quotidienne de 10 à 20 foyers. Une microproduction donc peut-être, mais une unité facile à installer et sans aucun impact ni sur la faune ni sur la flore. Il me faut 60 cm minimum de hauteur d'eau sur un courant de 1 mètre seconde. 1 mètre seconde, c'est la vitesse moyenne des cours d'eau vosgiens. L'autre avantage de cette hydrolienne d'une dizaine de tonnes, c'est son installation rapide à l'aide d'une grue en 3 heures seulement. Quant au principe de production d'électricité, s'il est simple en apparence, sa mise en pratique est beaucoup plus complexe. Pour faire tourner la génératrice, il s'agit de passer de 6 tours minutes à 400. Le secret est dans les boîtiers de transformation de mouvement poussé en mouvement rotatif. Mais j'en dirai pas plus. Un secret donc bien gardé, 2 multiplicateurs dissimulés sous cette bâche que nous n'avons pas été autorisés à filmer. L'ensemble est d'ailleurs sous vidéosurveillance car de multiples études sont toujours en cours. Un second prototype va être construit dans les prochaines semaines avec des améliorations du procédé, de l'amélioration du design également. Et l'idée, c'est une commercialisation d'ici la fin de l'année. Le projet a déjà coûté 400 000 € à ses concepteurs. Objectif, en produire une dizaine l'année prochaine. Jean-Christophe Cambadélis était l'invité jeudi dernier de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. L'ancien premier secrétaire du Parti socialiste est notamment revenu sur les tractations à gauche pour les élections législatives. Écoutez ce qu'il a dit. Alors moi, je suis sur une position de refondation de la gauche, pas de la gauche de gouvernement. Vous avez été contacté par Emmanuel Macron ou ses équipes? Non, bien sûr que non. Je ne suis pas dans la majorité présidentielle et je ne suis pas dans l'opposition mélenchoniste. Je suis dans l'idée qu'il y a un chemin populaire, social-démocrate, ouvert, réformiste de gauche, transformant la société de manière responsable, et c'est celui du Parti socialiste. Mais pour cela, il faut totalement se refonder. Voilà, et l'émission Face au territoire avec Jean-Christophe Cambadélis est à voir ou revoir sur les sites internet des partenaires de l'émission, Ouest France, Nice Matin et 20 minutes. Tout à fait autre chose, dans l'actualité, la vie à la campagne n'est pas toujours aussi paisible qu'on l'imagine. C'est le message en tout cas que porte le maire d'une petite commune de la Sarthe au travers d'une campagne d'affichage. Chants de coq, bruit du clocher, passage des camions et des tracteurs, autant de nuisances sonores habituelles dans les zones rurales qui suscitent parfois la colère des habitants fraîchement débarqués à la campagne. Reportage d'Anthony Piton pour la chaîne LMTV Sarthe. Avis aux nouveaux habitants de Noyens-sur-Sarthe, à la campagne aussi, il y a du bruit. Le maire lance l'alerte à tous ceux qui souhaitent s'installer dans sa commune. Et le message est on ne peut plus clair. J'ai eu des habitants qui sont venus me voir en fait, en me demandant de réduire aussi la sonnerie des cloches. Voilà. Et pour les coqs, j'ai eu plusieurs courriers parce qu'il fallait que j'intervienne pour faire supprimer les coqs. Donc c'est vrai que si on ne veut pas voir de camions, si on ne veut pas voir de tracteurs et si on ne veut pas entendre le coq chanter, il faut mieux aller voir plus loin. Des panneaux comme celui-ci sont installés à toutes les entrées du village. Objectif, répondre aux plaintes des nouveaux habitants arrivés ces derniers mois.
Jean-Yves a même lancé une pétition. Il y a le bruit de camions, point barre. Camion qui passe d'une manière intempestive. Imaginez un camion qui passe devant votre fenêtre à 2 mètres de votre fenêtre, de la cuisine par exemple. C'est pas légitime du tout de transformer le centre-ville de Noyens en autoroute pour camions, quoi. Ce qui poserait donc le plus problème aux néo-ruraux, c'est le passage des camions et le vrombissement des tracteurs. Sébastien, agriculteur de Noyens, avertit, la campagne n'est pas toujours paisible. Et on n'a pas le choix, il faut bien qu'on travaille, donc on est obligé de passer dans la commune. La commune est en sens unique, donc les camions ou les tracteurs doivent toujours passer dans la même rue. Dans le village, la campagne d'affichage du maire fait beaucoup parler. Et tout le monde n'y est pas favorable. Pour les nouveaux arrivants, c'est pas tellement sympa. Je trouve que c'est... Voilà, moi ça m'a un petit peu choqué. Quoi qu'il en soit, les nouveaux habitants devront s'habituer au bruit et aux odeurs, ou repartir. Depuis un an, le droit protège ce patrimoine sensoriel des campagnes. Elle aussi fait du bruit. La nouvelle voiture de sport de la gendarmerie, l'Alpine A110. Le bolide ultra performant peut atteindre les 100 km/h en 5 secondes seulement. Sa principale mission, chasser les excès de vitesse les plus importants. En tout, 26 voitures de sport de ce type ont été livrées à la gendarmerie en France ces derniers mois. Notamment, vous allez le voir, en Haute-Garonne. Images et interviews recueillies par Clément Gassi pour notre partenaire sur place de la Dépêche du Midi. Mission principale, c'est tout ce qui est excès de vitesse à partir de 40 km/h. Donc aujourd'hui, on voit bien que le marché de l'automobile a évolué. Donc on se devait également d'évoluer avec des machines plus récentes. Elle va nous permettre de lutter principalement sur les phases de départ en vacances, sur les gros excès de vitesse sur le réseau autoroutier et routier de la Haute-Garonne. Comment faire face aux risques naturels quand on travaille dans un musée ? Pendant 3 jours, une vingtaine de professionnels en provenance de Martinique, de Guadeloupe ou de la métropole se sont réunis à Fort-de-France pour une formation pratique sur ce sujet. L'objectif, c'est de les aider à se préparer en cas de catastrophe naturelle, à sauver un maximum d'œuvres d'art. Comme vous le voyez sur ces images de la rédaction martiniquaise de Via ATV, les participants ont notamment assisté à des ateliers avec la Croix-Rouge et les pompiers. Sans transition dans ce journal, parlons de langues étrangères. En Haute-Savoie, il n'est plus essentiel de partir à l'étranger pour améliorer son niveau d'anglais. Une entreprise locale propose aux enfants et aux adultes des séjours linguistiques dans des familles anglophones installées en France. L'idée originale séduit de plus en plus de monde, comme l'a constaté Victoria Lopez de Huit-Mont-Blanc, qui a travaillé son accent british pour suivre le séjour d'un jeune collégien. Regardez. Since yeah, perfect. 109. Étienne a 14 ans, il est originaire de Paris et il a choisi de partir en séjour linguistique pour améliorer son niveau d'anglais. Je comprends l'anglais à l'oral, de parler, c'est un peu plus dur. Pour prendre confiance et faire des progrès, il n'est pas en Angleterre mais à Gex dans l'Ain, chez les Basteaux. Il passe une semaine en immersion avec chaque jour 1 heure de leçons dispensées par Max, l'aîné de la famille. On finit souvent par apprendre plus d'anglais juste dans les conversations qu'on a d'un jour à l'autre ou pas forcément même dans les cours. Mais c'est aussi faire ces cours de 1 heure par jour pour un peu regarder le vocabulaire qui manquerait ou des points de grammaire. Les parents de Max, Emma et son mari Jonathan vivent en France depuis 19 ans. Leurs 4 enfants sont complètement bilingues et à la maison, ils parlent uniquement anglais. Il y a environ 4 ans, les Basteaux ont décidé de devenir famille d'accueil. Ils ne sont pas très loin de chez eux, mais ils ont une vraie expérience anglaise dans une maison d'anglais et nous ne parlons qu'anglais à la maison. Mais ils ont l'avantage de savoir que nous parlons français. Mes enfants sont bilingues et donc s'il y a un problème, nous pouvons communiquer en français. Proposer des séjours linguistiques pour des jeunes ou des adultes sans changer de pays, c'est l'idée de Bettina Garberoglio. Et c'est sur les bords du lac d'Annecy où elle réside que le concept est né. J'ai une maman française, un papa allemand et je suis née aux États-Unis. Et je remarquais que ma maman recevait tout le temps plein de demandes pour trouver des familles d'accueil aux États-Unis. Et puis quand j'ai grandi, j'ai eu mes enfants que j'ai mis à l'école dans mon village. Et dans mon village, il y avait plein d'Anglais avec qui on interagissait. Et ça fait un peu un clic entre ces demandes de familles d'accueil et tous ces Anglais avec qui habitaient à côté de chez nous. La crise du Covid ayant complexifié l'organisation de voyages à l'étranger, l'offre de My English Family séduit de plus en plus de monde.
Créée en 2015, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 180 familles hôtes partout en France. C'est la star du printemps de retour sur nos marchés. La saison de la fraise a débuté et les prix varient selon la provenance. Pour éviter les mauvaises surprises, il est possible de se fier au label rouge. Un gage de qualité au cahier des charges très strict. Dans le Lot-et-Garonne, vous allez le voir, 86 producteurs et productrices jouissent de ce label. TV7 a rencontré l'une d'entre elles sous ses serres à l'heure de la récolte. Un sujet d'Yvan Branchy. Un rouge écarlate, synonyme d'une saveur optimale. Ces fraises, Sylvie Zanotti les produit depuis bientôt 20 ans. Et ici, chaque variété est label rouge. Donc il y a eu Gariguette, il y a eu Sifflorette, Charlotte et la dernière là c'est donc la fameuse Mariguette. Taux de sucre, coloration et même emballage. Quand une fraise est labellisée, rien n'est laissé au hasard. Hop, et si l'une des 80 étapes de production n'est pas respectée, direction la catégorie 1. Là, on prend une barquette comme ça où tous les fruits sont à maturité top. Donc là, il n'y aura pas de déception, c'est sûr. Là, dans cette barquette-là, nous avons plusieurs niveaux de maturité. Et donc là, il y aura peut-être une petite différence de goût. Mais pour en arriver là, il a fallu s'adapter. S'il n'y a aucun moyen de lutter contre les mauvaises herbes, bien faire attention de ne pas arracher le fraisier et prendre à la racine. Les produits chimiques formellement interdits ont des alternatives, comme ces plaques adhésives contre les insectes ou des sachets contre les ravageurs. Donc l'intérêt c'est de les laisser au milieu de la plante et les surskis sortent et se nourrissent donc de tout ce qui est trips. Un petit sachet, tout de même 6 à 10 fois plus cher qu'un traitement chimique, mais amorti pour l'instant par le bénéfice du label rouge. On a à peu près 2 euros à 2,30 €, 2,50 € de plus de rémunération au kilo. Les fraises label rouge sont ensuite vendues en grande distribution près de 17 € le kilo, quand la fraise standard avoisine les 9 €. Dans le Lot-et-Garonne, sur les 17 000 tonnes de fraises produites cette année, environ 600 tonnes sont label rouge. Voilà, et des produits de saison et de qualité sont également accessibles du côté de Monaco. Des élèves de la Principauté viennent de participer à un programme en vue d'élaborer 5 menus spéciaux issus de la consommation durable. Cette opération de sensibilisation était notamment menée par le chef étoilé Marcel Ravin. Écoutez-le au micro de Vanessa Dessy de la rédaction de Monaco Info. La fleur a une particularité, c'est que ça a un goût. Mais ça a un goût marin, c'est un goût iodé. Je crois qu'il faut garder son âme d'enfant pour pouvoir comprendre les enfants. Le fait de venir et d'être complètement immergé, on pourra maintenant leur parler, je suis convaincu qu'ils seront encore plus attentifs. Je ne sais pas si je pourrais le faire tous les jours, mais passer un peu de temps avec les enfants comme ça et faire profiter de notre connaissance et de les voir les yeux pétillants comme ça, c'est incroyable et c'est génial. Et pour être tout à fait précis, sachez que ces menus durables concoctés par les enfants seront proposés dans toutes les cantines scolaires de la Principauté le 17 juin prochain. Restons à Monaco, où depuis 61 ans est organisé un festival dédié à la télévision. Studios, chaînes et plateformes digitales se retrouvent chaque année pour des projections, des rencontres avec les stars du petit écran. Les organisateurs du Festival de télévision de Monte-Carlo ont dévoilé, il y a quelques jours à Paris, la programmation de cette édition 2022, riche en événements, vous allez le voir. Regardez ce sujet de Christophe Rigaud. Un tapis rouge, des stars et des programmes venus du monde entier, le Festival de télévision de Monte-Carlo est de retour. Après une 60e édition très franco-française pour cause de crise sanitaire, cette année le festival redevient international. Cette année, on peut dire que c'est reparti comme en 14, avec une sélection internationale pour la compétition, avec 3 ou 4 programmes en avant-première mondiale, une ouverture du festival avec une avant-première mondiale Last Light, avec vraiment une série d'actualités. Vous verrez la série, c'est vraiment très 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 intéressant. Le retour des Américains, un programme très riche pour le public, puisque vous savez que le public a une part très importante pour notre festival. Cette année, une vingtaine de programmes seront en compétition en fiction, documentaire ou actualité, avec comme président du jury l'acteur et producteur Neil McDonough. Et pour animer la cérémonie des Nymphes d'Or, le festival a fait appel au magicien et humoriste Éric Antoine et à la Miss France 2021, Amandine Petit. Une remise de prix, par définition, c'est extrêmement mécanique et c'est souvent assez rébarbatif. Donc, ils m'ont engagé
grosse erreur de leur part. Et toute l'idée, ça va être un joyeux délire. Voilà, je suis le trublion du coin. Voilà, j'habite à Aix-en-Provence et on dit le mec est pas loin. Viens avec nous. Voilà. Moi, pour le coup, je me pose encore la question de pourquoi, parce que je ne parle ni anglais. C'est la première fois que je présente ce genre de choses, mais pour le coup, se retrouver de l'autre côté, cette fois-ci sur scène, je trouvais ça hyper intéressant et je pense que c'est une expérience qui va me faire grandir, mais de dingue. Le festival de télévision de Monte-Carlo se tiendra du 17 au 21 juin à Monaco, avec des conférences sur les coulisses des séries, des rencontres avec les stars, des projections, mais surtout, le festival est gratuit et ouvert au public. Du luxe monégasque à l'élégance de Versailles dans ce grand JT. L'un des hôtels les plus emblématiques de la ville royale, le Trianon Palace, est dirigé par un nouveau directeur, ou plutôt une directrice. Une première dans l'histoire de ce palace construit en 1910. Stéphanie Rambaud, originaire du Royaume-Uni, est évidemment heureuse de sa nouvelle prise de fonction, comme elle l'a expliqué à Justine Brasier, journaliste de TV78 dans les Yvelines. C'est un hôtel personnellement pour lequel je suis très attachée. Ça fait quelques années que je travaille avec Eaton et j'ai vu un petit peu cet hôtel dans le contexte de mon travail d'avant. Et c'était toujours un hôtel qui m'a passionnée, donc évidemment très fière. C'est beaucoup de sens de détail. Et quelque part, c'est aussi une vision beaucoup plus large et beaucoup plus longue. Donc c'est vraiment de se mettre dans les chaussures de nos clients par rapport à ses attentes, ses besoins. C'est un site historique de 5 siècles encore rempli de secrets. La citadelle de Doullens dans la Somme fait l'objet de nouvelles fouilles archéologiques depuis la fin du mois d'avril. Objectif, en apprendre un peu plus sur le site et son évolution à travers le temps. Entre remparts contre les envahisseurs espagnols ou prison pour les femmes, plongé dans les souterrains de la citadelle avec Jérémy Houbron de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. C'est une muraille de grès vieille de plus de 5 siècles. Pourtant, si la citadelle de Doullens est habituée à recevoir du public, elle est bien loin d'avoir révélé tous ses secrets. Dans ses entrailles, une équipe d'archéologues compte bien faire la lumière sur un peu de son histoire. Et voilà, on va pouvoir commencer à faire le relevé papier. Séphora est étudiante. Dans un des bastions de l'édifice, elle mesure, photographie, schématise une canonnière et ses ferrures. On a 2 gonds sur les côtés et en haut, on a une attache avec un anneau. Donc on peut supposer que la porte qui permettait de fermer la canonnière se fermait horizontalement et qu'il y avait un verrou placé verticalement pour fermer la canonnière et protéger les défenseurs. Construite en 1534 sous le règne de François Ier pour défendre le royaume contre les Espagnols, la citadelle de Doullens subit au fil des siècles bien des modifications. D'abord prison, elle devient hôpital militaire, puis annexe du camp de Buchenwald sous l'occupation nazie. Bref, elle en a vu, cette citadelle. Si bien qu'aujourd'hui, il devient difficile d'en dater chaque aménagement. Ça devrait nous permettre de repérer éventuellement différentes typologies de fermeture et peut-être de dater différents moments de réaménagement des bastions. Des réaménagements qu'il faut sonder, observer et même immortaliser. Aux confins de ce dédale souterrain, une autre équipe est au travail. Théo prépare un diplôme d'ingénieur topographe. Équipé d'un scanner, il parcourt les contremines de l'édifice, 1400 mètres de galerie qu'il pourra ensuite modéliser en 3 dimensions. Le principe donc c'est de positionner des scanners et puis qui vont mesurer des points, des millions de points à la seconde et puis après d'assembler tous ces scanners pour pouvoir avoir un chemin avec tout l'ensemble des données qu'on a mesurées. Un objet d'étude sur près de 30 hectares qui permettra de mieux comprendre l'histoire du site, mais également de le sécuriser. Il y a énormément de cheminées qu'on appelle des évents dans les contremines, dont certaines, on ne sait pas les localiser en surface. Donc grâce au travail de l'INSA, ce travail souterrain, eh bien, on va pouvoir localiser les points qui pourraient être susceptibles d'être dangereux et de les sécuriser. D'ici l'année prochaine, les relevés 3D serviront à l'élaboration d'une visite virtuelle des souterrains de la citadelle pour rendre visible une histoire imperceptible à nos yeux.
Une belle histoire pour terminer cette édition, celle d'une chorale constituée d'amateurs dans l'Aube. La troupe, c'est son nom, connaît un succès étonnant depuis quelques années. Ces passionnés de chant multiplient les représentations un peu partout en France et se produiront notamment ce mois-ci dans la mythique salle du Palais des Glaces à Paris. Une fierté bien sûr pour ces 37 amateurs, propos recueillis par Willy Briard du journal L'Est éclair, notre partenaire sur place. Les yeux pétillés à fond. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est sûr. C'est un rêve qui se réalise. Une scène parisienne, c'est incroyable. Non, c'est waouh. Il n'y a pas de mots. C'est ça. On a la chance d'avoir fait des rencontres extraordinaires depuis 4 ans, où on a joué au Théâtre Antique d'Orange, avec les musiciens de Goldman, sur un projet sur Goldman. On a fait les Nuits de Champagne de Marc Lavoine. Voilà, et c'est ces rencontres-là qui font grandir aussi le groupe à travers ces projets. Et du coup, on a des ambitions, on dirait, mais toujours avec le plaisir. Et c'est un groupe amateur, hein, c'est vraiment très important de le signaler. Bravo à eux et bonne chance évidemment pour leur aventure parisienne. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.